Bonjour! Aujourd'hui, je vous emmène à la suite d'un aventurier, Giambattista Belzoni. C'est un aventurier italien qui est devenu égyptologue. Il est né à Padoue et en 1798, il doit fuir son pays à cause de l'invasion française. C'est un homme d'une taille gigantesque pour l'époque, il mesure près de 2 mètres de haut. Il va occuper plusieurs emplois dans sa vie, il sera colporteur de reliques, mais il sera aussi acteur sur les planches d'un music-hall. Et le clou du spectacle est une pyramide humaine d'une douzaine de personnes qui repose sur une armature métallique. Pour inventer de nouvelles distractions à partir de jeux d'eau, il va s'intéresser à l'hydraulique. Et c'est ainsi qu'en 1815, alors qu'il a 37 ans, il décide de partir avec sa femme Sarah en Égypte, avec dans ses bagages le projet d'une roue hydraulique. Finalement, ce projet s'avère être un échec cuisant et il se retrouve sans le sou. Par chance, au Caire, il rencontre Henri Salt, le consul général, nouveau consul général d'Angleterre. Celui-ci va le faire devenir pourvoyeur officiel du British Museum. Sa première mission sera de charger de transporter le colosse de Ramsès II, un colosse de granit rose qui fait 7 tonnes et demie, 16 mètres de haut, et il doit le transporter jusqu'au Nil. Il n'a aucune machine, il ne dispose avec lui que de 143 hommes, 14 poteaux, 4 cordes en fibre de palmier et un petit peu d'argent. Eh bien, qu'à cela ne tienne, il ne lui faudra que 17 jours pour transporter ce colosse que même l'armée de Napoléon n'avait pas réussi à déplacer. L'année suivante, en 1816, cette fois, il se propose de dégager le grand temple de Ramsès II à Abou Simbel, qui est enseveli sous 6 mètres de sable. À l'intérieur, il parvient à entrer malgré sa stature colossale et là, stupéfaction, il n'y a plus rien d'intéressant à emporter. Mais comme il est consciencieux, il décide de réaliser un plan détaillé de la salle la plus grande, celle qui fait 9 mètres de haut, ce qui sera très précieux pour la suite. En 1817, cette fois, il se retrouve dans la vallée des Rois, à Thèbes, et là, il va découvrir une demi-douzaine de tombes, dont la plus splendide est celle de Séti Ier. Là encore, sarcophage, tout est vide, tout a été fracassé, mais il est absolument admiratif des peintures qu'il découvre à ce moment-là, et il en fait un dessin très précis, en vue de réaliser au retour d'Europe une maquette pour une prochaine exposition. L'année suivante, en 1818, cette fois, il vient en aide à un compatriote, le capitaine Caviglia, qui est en train de fouiller un des puits de la pyramide de Khéops. Faute d'argent, il a dû arrêter ses fouilles et il est bien heureux de rencontrer Belzoni qui va amener des fonds et aussi des hommes avec lui pour finir le travail, qui lui permettra d'accéder à la dernière chambre, à la chambre souterraine qu'on appelle la chambre du chaos. Mais il reste une frustration pour notre ami Belzoni, c'est qu'il n'a pas réussi à trouver l'entrée de la pyramide de Khéops. À Képhren, il constate, avec son œil observateur, que l'entrée de la pyramide de Képhren est à peu près sous le même angle que la chambre, n'est pas sous le même angle que la chambre sépulcrale. Donc il se dit, guidé par son intuition, je vais me déplacer de quelques mètres, et là il repère un bloc de granit qui semble être à un angle qui n'est pas habituel. Tout de suite, il parvient à trouver l'entrée. Le 1er mars, il se trouve face à 3 blocs qui bloquent justement cette entrée. Puis le lendemain, il est à l'intérieur. 2 jours plus tard, il se retrouve au bout du couloir, face à un autre bloc de granit de 1,87 m de haut, 37 cm de large. C'est une immense herse qui bloque l'entrée de la chambre funéraire du fils de Ramsès. Lorsqu'il parvient à entrer, là encore, sarcophage brisé, plus rien n'a emporté. Une inscription en langue arabe se trouve sur le côté ouest de la chambre qui lui confirme que d'autres sont passés avant lui. Il est quand même très fier d'avoir réussi ce nouvel exploit. Pour terminer, sa dernière mission sera pour un autre Anglais,
William Bleix, qui lui s'intéresse au déplacement d'un obélix. Un obélix de granit qui fait 6,50 m de haut. C'est un transport qui va être plein de péripéties, puisque à peine embarqué sur le bateau, il tombe dans le Nil. Il sera presque transporté à bout de bras pour franchir la première cataracte, mais il réussit cependant sa mission. De retour en Europe, à Londres, après 5 années à passer en Égypte, il décide de mettre en place une exposition de toutes ses trouvailles, mais aussi de ses moulages de cire, de ses nombreux dessins. Cette exposition, la pièce maîtresse en est la maquette de la tombe de Séti Ier. Elle fait 15 mètres de long. Cette exposition sera vue également à Paris. Mais ce qui est intéressant, c'est que son voyage en Égypte et en Nubie sera traduit en français et paraîtra en 1821, l'année même de l'exposition en France. Avec en frontispice le portrait de Giambattista Belzoni en habit égyptien, avec, vous voyez, ces palmiers qui symbolise les fibres avec lesquelles il a pu fabriquer les cordes qui lui ont permis de déplacer la plupart des objets qu'il souhaitait faire transporter. Ce voyage, comme vous le voyez, est bien imprimé en 1821. Et il a une petite introduction dont je vais vous lire juste les 2-3 premières phrases qui me semblent assez amusantes. « Ayant fait mes découvertes tout seul, j'ai voulu aussi en rédiger moi-même la relation, au risque d'être taxé, avec justice, de témérité par le lecteur. Mais si mon récit y perd en agrément et en élégance, il y gagnera peut-être en fidélité et en exactitude. » Voilà, vous avez tout de suite tracé le portrait de ce personnage. Il faut vous dire qu'il n'a pas été ménagé par les Français qui travaillent également aux fouilles dans ces lieux. Ils n'ont pas cessé de l'empêcher, de l'impressionner, de le dissuader, en soudoyant un certain nombre de chefs de tribu, en le rayant de la liste des acheteurs potentiels et officiels, mais aussi par des menaces de mort, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre sa quête pour ramener les objets qu'on lui avait confiés. Alors cet ouvrage vient de la bibliothèque de Bourdillon. Il a 2 tomes. Voici le 2e tome avec une carte qui est située tout à la fin de notre ouvrage. Alors voici la carte du cours du Nil, le Caire. Que vous retrouvez ici, c'est là qu'il rencontre Henri Salt, le consul général d'Angleterre, puis il va descendre jusqu'à Thèbes. À Thèbes, ensuite, il repart, vous savez, c'est son 2e voyage, jusqu'à Abou Simbel. Il s'arrêtera aussi à l'île de Philæ. Comme vous le voyez, il y a plusieurs cataractes à franchir. Et comme je vous le disais, il ne dispose d'aucune machine, mais simplement la force humaine, la force de levier dont il a découvert les prodiges lorsqu'il faisait sa pyramide humaine sur les planches du music hall. En fouillant dans notre catalogue, j'ai découvert qu'en fait cet aventurier avait inspiré plusieurs écrivains. Une femme, Greta Vaillant, qui a écrit il y a une vingtaine d'années maintenant Le Géant des Sables. C'est un roman qui s'appuie sur l'histoire assez étonnante de cet aventurier. Et puis des auteurs de bande dessinée. Alors la bande dessinée est plutôt en noir et blanc, mais elle retrace bien le caractère particulier de cet homme qui va palabrer des heures, parfois des jours, avec les chefs de tribu pour obtenir la main-d'œuvre dont il a besoin. Bonne lecture!